Nous allons maintenant aborder la question des émotions à l'école. En effet, il est difficile de nier la présence d'émotions diverses, parfois même intenses, aussi bien dans la salle de classe que dans les autres sphères de l'école. D'ailleurs, cela commence même au portail de l'école. D'après vous, lorsqu'une mère américaine laisse son enfant à la porte de l'école, que lui dit-elle? Et lorsqu'une mère française laisse son enfant à la porte de l'école, que lui dit-elle? La mère américaine aura tendance à dire enjoy, profite bien, alors que la mère française lui dira travaille bien. Commençons par parler de nos émotions, car les émotions ne surgissent pas dans nos vies sans raison. Chaque émotion a une fonction, une information utile à nous transmettre sur notre vécu. Les émotions existent parce qu'elles ont une utilité. La joie, par exemple, nous sert de moteur à l'envie de vivre et d'avancer. Les enfants ont une compétence innée pour la joie. Mais faut-il être heureux pour bien apprendre? Eh bien, il y a déjà longtemps, le sociologue Snijders faisait l'éloge de la joie à l'école. Aujourd'hui, le laboratoire de recherche Bonheur de l'université de Cergy-Pontoise a pris très au sérieux cette question et a fondé ses recherches sur les conditions optimales du bonheur d'apprendre. Ces chercheurs se posent une question bien légitime. Quels sont les cadres scolaires qui proposent les conditions optimales pour apprendre dans la joie? Car l'apprentissage dans la joie serait plus efficace. En effet, la joie est une émotion positive qui est source de motivation et d'intérêt. Selon les recherches, les apprentissages effectués dans la joie sont plus rapides et plus efficients que ceux effectués dans la crainte et la contrainte. La joie nous signale toujours que nous avons atteint un but, que nous avons réussi quelque chose. Apprendre et se dépasser, quand tout se passe bien, est toujours source de joie. La tristesse. La tristesse est une émotion qui généralement accompagne une perte. La tristesse, quand elle n'est pas le symptôme d'une forte dépression, permet de clore une période de vie et de tourner la page. Mais elle peut aussi indiquer une dépression, un état interne où l'énergie vitale est enfermée. Les signes, chez les enfants, sont généralement le manque d'intérêt, l'ennui, trop sage ou trop agité, désinvestissement des apprentissages, fatigue et maladies à répétition, troubles du sommeil et du comportement. La peur, c'est notre pédale de frein. Elle nous invite à conduire prudemment et à aborder les virages de notre vie avec prudence. La peur, face aux apprentissages, peut présenter deux facettes. La facette positive, c'est la recherche du défi, l'excitation qu'il procure, et puis la fierté et le plaisir de réussir. La facette négative, c'est lorsque la peur se transforme en anxiété face aux apprentissages. L'élève qui éprouve de l'anxiété va chercher au plus vite une solution ou mémoriser des techniques pour en finir avec les malaises que lui procure cette situation. Mais cette anxiété peut aussi induire des attitudes d'évitement, voire de blocage. La colère. Elle représente nos facultés d'indignation. Elle nous donne de l'énergie pour lutter contre des injustices. La colère est la marque d'une attaque à notre intégrité. Elle indique que quelqu'un ou quelque chose menace notre territoire psychique. Mais elle ne cherche pas
à envahir celui des autres, contrairement à la violence ou la rage. La colère est une émotion mal tolérée par notre société, et pourtant, c'est une émotion saine. Face à la frustration, elle est très différente de la violence. Elle est la garantie du respect, elle sert à poser ses limites et à faire respecter ses valeurs, le respect de soi. Elle est une marque de puissance personnelle et non d'impuissance, comme peut l'être la violence. La colère permet de remettre en question les perceptions négatives de soi. La colère est trop souvent interprétée comme une mise à distance. Or, c'est tout le contraire. C'est l'expression d'un besoin, d'une demande à l'autre, en vue de rétablir un équilibre. La colère chez les enfants peut être liée à un manque de confiance accordé par les pères. Il ne faut pas confondre violence et colère. La violence est destructrice. La colère est constructive. Elle est l'affirmation de soi en face de l'autre. Elle précise les limites à ne pas dépasser. C'est le refus de ce qui fait souffrir. La colère ne parle que de soi, de ses besoins. La violence parle sur l'autre. Elle l'accuse, cherche à blesser. Elle est la projection sur autrui de son propre malaise. La violence est en fait le résultat du refoulement de la colère. Une personne violente est quelqu'un qui n'a pas admis le fait qu'il n'est pas tout-puissant sur les événements extérieurs. La violence est donc l'extrême expression de l'impuissance, alors que la colère est au contraire le réveil de notre puissance personnelle. Face à la colère des enfants, la réponse, c'est l'écoute, l'empathie. C'est vrai, c'est injuste, mais je comprends. On distingue les émotions primaires, les émotions de base, c'est-à-dire les émotions innées qui sont ressenties très tôt dans la vie. Il s'agit de la joie, la tristesse, la peur, la colère. D'autres chercheurs, comme Ekman, y ajoutent la surprise et le dégoût. Et puis, la catégorie des émotions socialisées, c'est-à-dire les émotions développées au cours de la socialisation de la vie sociale. Par exemple, la honte, la culpabilité, la frustration, l'envie et la pitié. Mais par quel mécanisme la socialisation au cours de la vie sociale crée-t-elle de nouvelles émotions? Imaginons la scène suivante. J'ai 2 ans, je m'appelle Nina et je joue tranquillement dans un parc avec ma pelle et mon seau. Mais voilà que j'aperçois un intrus de mon âge qui louche sur mon seau. Que va-t-il se passer chez cette petite fille? Elle enclenche le premier stade de la colère. Elle durcit son regard. Il avance malgré tout. Il la contraint à passer au deuxième stade, celui où elle va pousser des cris d'intimidation. Il va passer outre et agripper l'anse de son seau. Alors, elle va enclencher le stade 3 de sa colère et il va prendre un coup de râteau sur le museau. Il recule. Tout va bien. Il vient juste de découvrir la frustration. Mais c'est une autre histoire. Car l'histoire ne s'arrête pas là. Voici, à gauche, la maman de Nina. La maman s'approche de Nina et la gronde. « Tu dois prêter tes affaires. C'est un gentil garçon. » Elle prend le seau de Nina et le tend à l'intrus. Voici à droite la maman de l'intrus. Elle va consoler son chérubin car il a besoin de réconfort.
D'après vous, au cours de cet événement social, quelles émotions va vivre et découvrir Nina? Eh bien oui, la culpabilité et la honte. La prochaine fois, elle se laissera faire, elle pleurera et les effets s'inverseront. L'intrus se fera arracher le seau par sa maman, qui lui redonnera. Et sa maman viendra alors consoler chaleureusement Nina. Comme tous les enfants, Nina est intelligente et apprend vite. Elle utilisera une tristesse feinte la prochaine fois pour masquer sa colère et ne plus ressentir cette honte lancinante et cette culpabilité. En termes d'éducation émotionnelle ou de socialisation émotionnelle, elle aura appris à refouler et truquer ses émotions naturelles. Car bien gérer ses émotions ne consiste pas à les contrôler ou les combattre, mais savoir les accueillir et tenir compte du message qu'elles véhiculent. La honte est indispensable pour contrôler socialement les comportements. Elle permet de développer une sensibilité au regard des autres et au jugement de ses pairs. La culpabilité indique la transgression d'un interdit ou de la morale. Elle est une prise de conscience du préjudice que l'on peut créer à quelqu'un. On a tendance à penser que la culpabilité est une émotion pathogène. Mais il faut avec cette émotion faire la différence entre une culpabilité dysfonctionnelle et une culpabilité adaptative. Mais l'éducation aux émotions ne doit pas intervenir trop tôt. Car le risque est que l'enfant ne ressente pas de la honte et de la culpabilité pour ses comportements, mais qu'on lui inculque la honte et la culpabilité pour ses ressentis. Alors ce n'est pas le coup de râteau qu'on me reproche, mais ma colère. Et ce n'est pas le prêt de râteau qu'on cautionne, mais mon chagrin. La honte et la culpabilité, qui devraient servir à modifier mes comportements, viennent alors fausser la perception de mes émotions naturelles. Car il faut bien distinguer le comportement et l'émotion. Toute émotion est légitime, mais pas forcément les comportements qu'elle induit. S'adresser à l'enfant en lui disant « Tu as le droit de ressentir cette émotion, mais cela ne t'autorise pas pour autant à avoir tel comportement. » Il s'agit pour tout éducateur de cibler l'attitude de l'enfant sans pour autant attaquer sa personnalité. Toutes les émotions sont acceptables, mais tous les comportements ne le sont pas. Nous pouvons accueillir les émotions des enfants tout en expliquant que certains comportements sont inacceptables. C'est l'attitude des enfants que nous ne pouvons pas tolérer et non pas les enfants eux-mêmes. Passons maintenant au rôle des émotions dans les apprentissages. Selon de nombreux chercheurs en psychologie cognitive, les émotions jouent un rôle dans les apprentissages. Le système émotionnel aurait un lien privilégié avec la perception, l'attention et la mémoire. En 2008, George Snyders, philosophe et pédagogue, écrivait que l'apprentissage sans joie et sans enthousiasme est très probablement la cause de grandes difficultés, sinon de l'échec. Et il n'hésitait pas à parler de joie scolaire. Et si on redonnait vie à cette émotion? Bien avant tous les travaux récents de la psychologie cognitive, Vygotsky, psychologue russe, avait déjà conceptualisé les liens entre émotions et concepts. Dans sa théorie des émotions,
Vygotsky est l'un des premiers à avoir soutenu le rapport étroit entre le contenu d'une idée et la dimension affective à laquelle il est rattaché. Plus de 70 ans après son œuvre, les recherches en psychologie différentielle ont approfondi ce lien entre émotion et concept. Selon Lubar, lorsqu'une expérience émotionnelle est rattachée à un concept, les deux éléments se retrouvent associés l'un à l'autre et deviennent un endocèpte. À chaque concept ou représentation en mémoire sont donc associées des traces correspondant aux expériences émotionnelles vécues par l'individu. Même si l'objectif premier de l'école est l'apprentissage, les élèves gardent souvent le souvenir émotionnel qui va se rattacher ensuite au savoir acquis. On sait combien il est difficile de faire venir à l'école les parents d'élèves qui gardent de mauvais souvenirs de leurs années scolaires. Ces souvenirs sont souvent ancrés en eux sur un plan émotionnel qui peut neutraliser leur envie de répondre à un rendez-vous des enseignants. De nombreuses recherches ont montré que l'humeur affecte les performances dans les tâches de résolution des problèmes. La bonne humeur, selon ces recherches, favorise la résolution de problèmes nécessitant de la créativité. Les effets sont d'autant plus marqués si l'activité est complexe. Ce résultat est moins évident s'il s'agit d'activités automatisées. Mais la plupart de ces travaux de recherche se sont réalisés avec des populations adultes. Quelques études consacrées à des enfants de niveau primaire ont cependant montré des résultats similaires. Il y a bien impact de l'humeur sur la performance. Par exemple, cette recherche où il s'agissait de comparer les performances à des problèmes de mathématiques et le ressenti à l'égard de cette activité. La population testée, des enfants de 11 ans. Deux groupes ont été constitués. Un groupe auquel on induit une humeur plutôt positive avant la résolution de la tâche et un autre groupe auquel on induit une humeur plutôt négative. Eh bien, les enfants d'humeur plutôt positive avant la tâche déclarent avoir plus apprécié l'activité et avoir été plus intéressés par celle-ci. Mais pour les deux groupes, l'humeur négative augmente à l'issue de la résolution du problème, et ce, d'autant plus que la confrontation avec la tâche a été ressentie comme difficile. Autre recherche lors d'une activité de dictée. Des enfants de CM2 ont été interrogés individuellement sur leur ressenti avant de faire une dictée. Les enfants ont de nouveau été interrogés sur leur ressenti au moment de l'écoute du texte à orthographier et une fois la dictée achevée. Les émotions agréables, comme heureux, content, fier, diminuent significativement à l'écoute du texte, et ce, d'autant plus que les compétences orthographiques des élèves, évaluées par ailleurs, sont faibles. Les émotions désagréables, comme énervé, inquiet, augmentent significativement à l'écoute du texte et diminuent à l'issue de la dictée, et ce, plus fortement chez les enfants de niveau faible. Émotions, représentation et comportement. Le développement des compétences socio-émotionnelles et de la conscience émotionnelle dans la classe par Claudia Shelton. Je voudrais maintenant vous montrer comment les émotions peuvent agir sur les représentations des enseignants ou des élèves et comment ces représentations vont à leur tour agir sur les comportements des uns et des autres et comment tout cela
va s'entremêler jusqu'à créer une spirale d'émotions qu'il convient à un moment donné de stopper. Faisons connaissance avec Sarah. Sarah est en échec en mathématiques. Elle est une élève, en revanche, très populaire auprès des autres élèves de sa classe. Lorsqu'elle est confrontée à un problème de maths qu'elle ne peut pas résoudre, elle devient très distraite et amuse la galerie, ce qui agace son enseignante. Ces perturbations de classe ont contribué à accentuer le regard négatif que porte l'enseignante sur les compétences de Sarah en mathématiques. Sarah, se sentant de plus en plus incompétente en mathématiques, développe de plus en plus de sentiments d'hostilité envers sa professeure. La situation se dégrade et l'enseignante pense que Sarah est incapable d'apprendre les mathématiques. Reprenons tout cela. Sarah est en échec en mathématiques. Elle est une élève très populaire auprès des autres élèves de la classe, mais lorsqu'elle est confrontée à un problème de maths qu'elle ne peut résoudre, elle devient très distraite. C'est son émotion. Et elle amuse la galerie. C'est le comportement qui est induit par cette émotion. Ce qui agace son enseignante. Cet agacement est maintenant l'émotion ressentie par l'enseignante. Ces perturbations de classe, qui sont le comportement de l'élève, ont contribué à accentuer le regard négatif de l'enseignante, c'est-à-dire sa représentation que porte l'enseignante sur les compétences de Sarah en mathématiques. Sarah, se sentant de plus en plus incompétente en maths, sa représentation de soi s'affaiblit, développe de plus en plus de sentiments d'hostilité envers sa professeure, émotions négatives envers son enseignante. La situation se dégrade. Le comportement de Sarah est de plus en plus perturbateur. Et l'enseignant pense que Sarah est incapable d'apprendre en mathématiques. Les représentations de l'enseignante envers Sarah sont de plus en plus négatives. Comment modifier cette situation et stopper la spirale émotionnelle qui s'est installée dans cette classe? En faisant peut-être appel à la psychologue ou au psychologue de l'éducation nationale, mais que peut-elle ou que peut-il faire? Il peut commencer par observer, écouter, puis analyser la situation. L'enseignante doit prendre conscience de ses sentiments envers son élève. Elle doit réaliser qu'une partie de sa colère envers Sarah vient de son désir de conserver une figure d'autorité dans la classe. Les perturbations occasionnées par Sarah menacent l'autorité de l'enseignante. Nous pouvons comprendre les ressentis de l'enseignante, mais ils n'ont rien à voir avec les capacités de Sarah à faire des maths. L'enseignante doit en prendre conscience. Une fois cette prise de conscience établie, elle pourra se centrer sur les sentiments de Sarah à faire des mathématiques. Comme vous l'avez compris, le psychologue de l'éducation nationale, par cette analyse, a fait un véritable travail sur les représentations et les émotions de l'enseignante. Et voilà ce qu'il propose à l'enseignante qui en est d'accord. Avant de parler en individuel avec Sarah, l'enseignante va aborder la question des émotions, de la conscience émotionnelle de soi et des sentiments de compétences socio-émotionnelles à l'égard des mathématiques.
ce premier temps se fera avec la classe entière. Puis, elle prend le temps de parler avec Sarah, non pas de ses performances, mais de ses sentiments envers les mathématiques. Quand Sarah aura exprimé sa frustration envers les maths, l'enseignante pourra lui proposer des outils socio-émotionnels pour mieux affronter ses difficultés en mathématiques, comme par exemple un journal de la conscience de soi pendant les activités de mathématiques. Sarah pourra, après l'exercice, venir en parler avec son enseignante, plutôt que de défier la classe et l'autorité de l'enseignante. Elle va apprendre à exprimer par des mots ses sentiments. Maintenant, l'enseignante et Sarah sont centrées sur le désir de Sarah d'améliorer ses compétences en mathématiques. Elle va peu à peu reprendre confiance dans ses capacités à progresser en mathématiques. Pourquoi est-il important que Sarah regagne cette confiance en elle? La confiance en soi est évaluée en psychologie par le sentiment de compétence. Eh bien, les recherches ont montré que selon le sentiment de compétence, selon qu'il soit haut ou bas, les échecs ne sont pas attribués aux mêmes causes. Si le sentiment de compétence de l'élève qui a des difficultés est faible, il aura tendance à attribuer ses échecs ou ses difficultés à ses capacités. Si le sentiment de compétence est plutôt élevé, l'élève attribuera ses difficultés plutôt à un manque de travail ou à un manque d'effort. Eh bien, selon l'attribution des difficultés, les émotions ressenties seront différentes. Si les échecs sont attribués à ses capacités, il est probable que l'élève ressentira des affects comme la honte, le déshonneur, l'humiliation. Si en revanche, les échecs sont attribués à un manque d'effort, il ressentira plutôt de la culpabilité, des regrets, des remords. Et les conséquences comportementales seront différentes, car la honte déclenche plutôt des comportements de fuite ou d'évitement, alors que la culpabilité provoque plus facilement une remise au travail.